Bonjour à tous et bienvenue sur Acta Vidéo. Depuis une vingtaine d'années, nous travaillons sur diverses pratiques historiques, des pratiques culturelles, sportives ou martiales, comme les sports olympiques ou les combats de gladiateurs qui sont nos spécialités. Il est possible que vous nous ayez déjà rencontrés lors d'événements culturels sur des sites archéologiques, ou bien dans des musées, voire même dans des établissements scolaires où nous intervenons régulièrement. La particularité de notre travail, c'est que nous nous appuyons sur un processus expérimental pour développer nos gestes et nos connaissances. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description où vous trouverez le lien d'une interview faite pour la ville d'Arles et donnée par le fondateur d'ACTA, Brice Lopez. Maintenant, sans plus attendre, commençons notre nouvelle aventure sur YouTube avec vous. Le pugilat. Cela vous dit peut-être quelque chose. Avec ses représentations d'hommes nus sur des vases grecs qui cherchent à se frapper, les bras couverts de cuir et tendus vers l'avant. On en parle souvent comme étant l'ancêtre de la boxe. Si ce n'est pas complètement faux, on va voir que dans les détails, ce n'est pas si simple. Les recherches et études que nous avons menées sur le sujet nous montrent que c'est assez éloigné de ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Prenons l'exemple de la fresque crétoise dite des boxeurs, qui date d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Nous avons ici une très belle source de l'époque minoenne. Il va falloir essayer de comprendre, et vous allez voir que ce n'est pas si évident. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Nous avons deux personnages représentés dans une position particulière. On remarque très vite que la source n'est pas entière, et que leur position est déjà soumise à l'interprétation des archéologues et restaurateurs qui ont travaillé sur celle-ci. La question est: comment pouvons-nous interpréter la position des combattants et par conséquent en déduire un geste technique dédié au pugilat? Essayons. Dans un premier temps, voici ce qu'ont imaginé les archéologues. Deux pugilistes qui se frappent en même temps au visage. Pourquoi pas? Mais cela nous pose plusieurs problèmes. Déjà, ils se frappent en même temps, ce qui potentiellement peut amener un double KO, ce qui n'est pas vraiment l'effet recherché dans un combat. Et puis, on peut voir à ce moment-là que les deux combattants n'ont qu'un seul gant chacun. Petit problème logique là, non? Bref, de cette source seule, on n'y comprend pas grand-chose. Heureusement pour nous, l'Antiquité nous a laissé bien d'autres sources, de différentes formes. Ce n'est ni plus ni moins que le poète antique Virgile qui va nous aider. Il nous dit textuellement dans les Énéides que les boxeurs ont leurs poings qui passent et repassent autour de leurs tempes et de leurs oreilles. Alors attention, cela n'a rien à voir avec une danse démodée dont nous tairons le nom, ou d'une pratique un petit peu bizarre qui consisterait à se frotter les oreilles énergiquement jusqu'à l'énervement d'un des deux boxeurs. Oui, il y a bien quelqu'un qui l'a interprété comme ça. Bon, maintenant que nous avons ce texte en tête, on va le laisser de côté pour se concentrer sur les sources directes que nous ont laissées les pugilistes. Les imantes, ou les cestes pour les Romains, sont ces fameux gants en cuir utilisés au pugilat. Ils sont présents sur toutes les iconographies, et les archéologues en ont même retrouvé. Ainsi, on sait qu'il en existait deux types, des durs et des mous. Et les formes vont également varier. Les plus vieilles sont de simples lanières de cuir, venant protéger la main, le poignet et le début de l'avant-bras. Les plus récentes, par contre, sont des manchons en cuir rembourrés avec un boudin en cuir pour protéger les métacarpes. Alors le but de ces gants, bien sûr, sont les mêmes que ceux que nous portons aujourd'hui en boxe, c'est-à-dire protéger les os de la main face aux chocs répétés. Par contre, leur aspect est extrêmement important, puisqu'elle est vraiment au cœur des problématiques entre les différents styles de boxe au travers de l'histoire, au point où ces protections vont amener à développer des gestes et des postures bien adaptés. Prenons des gants de boxe modernes. Ils sont bien rembourrés, protègent les phalanges, les métacarpes, et aussi le visage, quand on se place dans cette position de garde bien connue, où on va utiliser le rembourrage des gants pour encaisser les coups. Par contre, si nous avons des imantes sur les mains, cette position ne marche plus. Regardons.
Les mains ne sont pas entièrement protégées. Si on adopte la position du boxeur d'aujourd'hui, l'adversaire n'a qu'à pousser nos mains vers notre tête pour qu'on se frappe nous-mêmes. Et pire, pour qu'on se blesse les doigts. Et tout boxeur sait qu'une blessure sur les mains met un terme au combat. Donc, on ne peut pas se satisfaire d'une garde moderne pour le pugilat. Les Grecs et les Romains nous ont laissé suffisamment d'iconographie pour qu'on puisse retrouver la bonne position de garde. Celle-ci, dans les textes, est nommée probolé, ce qui veut dire projeter, ou bien les mains jetées vers l'avant. Cette garde consiste à tendre les bras devant soi, dans le prolongement du visage, afin de maintenir l'adversaire à bonne distance pour se protéger. On va ainsi former un cône de protection, à partir duquel on va pouvoir attaquer et se défendre dans une gestuelle qu'on va voir assez spécifique. D'après les sources, nous avons pu déterminer plusieurs attaques différentes. La première, nous l'avons appelée fendant. On vient armer le poing gauche ou droit à côté de notre oreille, le coude plié devant notre nez, et on le déplie pour frapper notre adversaire au visage ou ailleurs. Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet. Vous noterez qu'on utilise le rembourrage de l'imante pour préserver nos mains. La deuxième, c'est le coup du marteau. Un coup vertical, de haut en bas, qui vise plus à abaisser la garde de l'adversaire qu'à l'assommer. Enfin, si ça arrive et que ça nous donne la victoire, ça fait quand même plaisir. Et enfin, vient le coup du sagittaire. L'un des bras est armé derrière la tête pour envoyer un coup direct. L'autre bras est au contact de l'adversaire pour le maintenir à distance. Sur chacun de ces coups, les angles d'attaque peuvent varier et les combattants peuvent cibler toutes les parties du corps. Ainsi, les pugilistes peuvent frapper sous la ceinture, mais aussi au dos ou sur la nuque. Néanmoins, la tête reste une zone privilégiée, car nous pouvons remporter la victoire en mettant KO notre adversaire. Maintenant, si on revient sur la citation de Virgile, leurs poings passent et repassent autour de leurs tempes et de leurs oreilles, et qu'on reprend cet ensemble de gestes. Que se passe-t-il ? Eh bien, on remarque qu'effectivement, les poings des combattants gravitent autour de leur tête, aussi bien dans l'attaque que dans la défense. Regardons ça en détail. Chaque attaque, dans sa préparation, amène une protection. Le coude plié lors du fendant, par exemple, protège l'avant du visage. Et un point contre un coude, c'est le point qui douille. Là, les coups sont armés, les bras prêts à frapper. Les combattants peuvent enchaîner les attaques tout en se protégeant, retrouvant ainsi la gestuelle décrite par Virgile dans l'Énéide. C'est après tout ce travail d'étude et d'expérimentation qu'on va pouvoir commencer à comprendre cette fresque des boxeurs crétois. Face à une source aussi lacunaire, il n'est pas difficile de tomber dans le piège de la surinterprétation. Il faut donc la recontextualiser grâce aux sources plus complètes à notre disposition. Alors, finalement, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette fresque ? Les bras des combattants sont-ils tendus ? Nous venons de voir que justement, il faut plier les bras pour attaquer et se protéger. Et si c'était plutôt ça en fait ? Regardons. D'abord, équipons seulement un combattant avec une paire d'imantes. Si les deux plient leurs bras, selon la gestuelle qu'on vient de voir, on peut observer une correspondance entre la position peinte sur la fresque et nos boxeurs. Ils ne sont pas peints en train de se frapper mutuellement, mais dans une action de défense et de préparation d'attaque. Petit détail intéressant, on remarque par cette interprétation que nos combattants n'ont plus besoin de se partager une paire de gants. Cette répartition asymétrique peut s'expliquer simplement. Lors d'un exercice d'attaque-défense, durant un entraînement, l'attaquant peut enchaîner les coups sans danger de riposte, puisque son partenaire risquerait de se blesser les mains. Sans être une vérité absolue,
l'expérimentation offre d'autres clés de compréhension sur des sources parcellaires, qui poseraient autrement des difficultés de restitution. Une meilleure compréhension des gestes particuliers offre une vision plus précise sur les intentions et les aspirations des artistes antiques. Avec cette première vidéo, nous voulions vous montrer les difficultés que posent certaines sources dans le travail d'expérimentation. Une iconographie incomplète pouvant même mener à des erreurs d'interprétation. Nous avons fait ici un premier pas dans le monde des sports antiques, mais il reste bien des pratiques à vous faire découvrir, telles que la lutte, la course ou les lancers. Pour terminer, je vais vous laisser avec une démonstration que nous avons pu filmer dans l'amphithéâtre d'Arles. Avant de partir, pensez à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche. Mais surtout, à laisser vos questions en commentaire pour que nous puissions y répondre prochainement. Allez, à bientôt sur Acta Vidéo. Oh.